Il semblait ordinaire, discret, peut-être un peu effacé, mais derrière les murs de sa maison, Étienne cachait un terrible secret, le meurtre prémédité de sa femme. Cette histoire bouleversante révèle comment un homme a sombré dans la paranoïa et la violence, emportant sa fille dans un tourbillon de silence et de douleur. Dans une petite ville de province, Étienne était connu de tous, mais véritablement proche de personne. C'était un homme discret d'une quarantaine d'années que l'on voyait souvent accompagné de sa fille Mina, une adolescente aux cheveux sombres et au regard un peu fuyant. Depuis la disparition de sa femme, Étienne menait une vie monotone, rythmée par son travail à la mairie et les courses hebdomadaires au marché. Ses voisins intrigués mais respectueux murmuraient parfois « Il est courageux, cet Étienne. Élever une fille tout seul, ce n'est pas facile. » Mais derrière cette façade de normalité se cachait une tension palpable. Depuis plusieurs mois, Étienne semblait plus nerveux, scrutant les environs comme s'il cherchait à éviter quelqu'un ou quelque chose. Ses allées et venues étaient devenues plus imprévisibles et il avait commencé à se plaindre de bruits étranges la nuit, affirmant parfois qu'il voyait des ombres rôder près de chez lui. Mina, quant à elle, ne parlait presque jamais de sa mère. Lorsqu'on évoquait son absence, elle répondait simplement « Elle est partie ». Une réponse mécanique, sans émotion, comme apprise par cœur. La jeune fille passait le plus clair de son temps enfermée dans sa chambre, évitant les regards des adultes. Pourtant, à y regarder de plus près, des détails troublaient l'apparente sérénité de cette petite famille. La maison elle-même semblait figée dans le temps, des rideaux toujours tirés, un jardin à moitié entretenu, et des objets que l'on devinait poussiéreux à travers les fenêtres. Les voisins remarquaient parfois que Mina portait les mêmes vêtements plusieurs jours de suite, ou même qu'Étienne semblait parler tout seul lorsqu'il croyait être à l'abri des regards. Un soir, alors qu'Étienne se rendait chez un voisin pour emprunter un outil, il laissa échapper une remarque étrange. « Je crois qu'on me surveille. Vous avez remarqué quelque chose, vous ?» Le voisin, surpris, répondit par la négative, mais cette question laissa un goût amer. Étienne, d'ordinaire si réservé, laissait transparaître une angoisse qui semblait le ronger. Les rumeurs commencèrent à circuler. Pourquoi la femme d'Étienne était-elle partie si brusquement sans laisser de nouvelles? Était-elle vraiment partie comme Étienne le prétendait? Ou lui était-il arrivé quelque chose de plus sinistre? Les murmures prirent de l'ampleur lorsque certains habitants affirmèrent avoir vu rôder des enquêteurs en civil autour de la maison. Et c'est dans ce climat d'inquiétude et de non-dit qu'Étienne se présenta un jour à la gendarmerie. « Je voudrais parler à un juge d'instruction », déclara-t-il calmement. « J'ai quelque chose à avouer. » Étienne, assis dans le bureau austère du juge d'instruction, paraissait étrangement calme, le visage pâle et les mains posées à plat sur la table. Il fixait un point invisible devant lui. Le juge, un homme au regard perçant, observait ce silence avec patience, attendant qu'Étienne commence à parler. « Je veux vous raconter ce qui s'est passé avec ma femme », finit-il par lui dire d'une voix neutre, presque détachée. « Je l'ai... » Le juge haussa légèrement les sourcils, mais il ne l'interrompit pas. Il avait appris à ne pas briser le fil fragile des confessions. Étienne inspira profondément, comme s'il s'apprêtait à plonger dans un gouffre. La vie d'Étienne et de sa femme Marie avait toujours semblé ordinaire. Mariés depuis plus de 15 ans, ils partageaient un foyer tranquille avec leur fille unique, Mina. Pourtant, selon Étienne, cette tranquillité n'était qu'une façade. Leur mariage avait commencé à se déliter peu après la naissance de Mina. « Elle a changé, dit-il. Elle est devenue froide, distante. Rien de ce que je faisais ne semblait jamais lui convenir. » Marie, d'après les mots d'Étienne, avait pris l'habitude de le rabaisser devant Mina. Chaque reproche, chaque remarque acerbe s'accumulait comme une goutte de poison dans son esprit. Elle disait que j'étais un raté, que je ne pouvais même pas être un bon père. Elle faisait ça devant ma fille, vous comprenez? Avec le temps, la frustration d'Étienne s'était transformée en ressentiment, puis en une rancune profonde. Et il se remémora un soir particulier où tout avait changé. Marie lui avait demandé de faire réparer une lampe cassée. Occupé par une autre tâche, il avait différé l'exécution de cette demande. Elle l'avait alors traité de bon à rien.
un mot qu'il ne put jamais oublier. Et là, ce fut, selon lui, l'élément déclencheur, le moment où il décida que ça devait s'arrêter. Étienne commença à nourrir des pensées sombres, élabora un plan qu'il décrit comme logique d'après lui. Il avait l'intention de mettre fin à ce qu'il percevait comme un enfer domestique. Un soir, après avoir couché Mina, il entra dans la cuisine où Marie préparait un repas. D'un geste soudain, il saisit un objet contondant, un rouleau à pâtisserie, et frappa. Elle n'a pas eu le temps de crier, dit-il. Tout s'est passé très vite. Le juge écouta, impassible, tandis qu'Étienne décrivait les détails macabres de ce soir-là. Après avoir commis son acte, il nettoya méthodiquement la scène. Le corps de Marie fut dissimulé dans le congélateur au sous-sol, un endroit qu'il pensait inviolable. Pendant des mois, il poursuivit sa vie comme si de rien n'était, inventant des excuses pour expliquer l'absence de sa femme. Mais ce calme apparent était un mensonge. Étienne se sentait constamment épié, persuadé que quelqu'un savait. « Je voyais des ombres à mes fenêtres », avoua-t-il au juge. « Ma propre mère a engagé des gens pour me surveiller, j'en suis sûre, ils savaient tout. » Cette paranoïa croissante finit par briser son masque. Incapable de supporter davantage la pression, il avait décidé de se rendre. Mais ce n'était pas par culpabilité, précisa-t-il, un sourire nerveux au coin des lèvres. Je voulais juste que ça s'arrête, que tout s'arrête. Après sa confession, Étienne fut immédiatement placé en garde à vue. Les enquêteurs, d'abord incrédules face à un aveu aussi détaillé, se rendirent rapidement à son domicile pour vérifier ses dires. La maison, figée dans une atmosphère oppressante, semblait porter les stigmates d'un lourd secret. Les rideaux épais bloquaient la lumière du jour, et un silence pesant régnait, seulement brisé par les grincements des pas sur le parquet usé. Dans le sous-sol, ils trouvèrent le congélateur mentionné par Étienne. À l'intérieur, enveloppé dans plusieurs couches de plastique, se trouvait le corps de Marie. Les enquêteurs notèrent la précision presque clinique avec laquelle le corps avait été dissimulé. Étienne avait soigneusement emballé chaque partie pour limiter les odeurs et éviter toute détection. Ce détail accentuait l'image d'un homme méthodique, calculateur, mais rongé par ses propres démons. Les voisins, interrogés dans les jours qui suivent, dépeignent un portrait contradictoire d'Étienne. Certains le décrivent comme un père dévoué, discret mais aimant, tandis que d'autres évoquent un homme renfermé, parfois étrange. Plusieurs d'entre eux avaient remarqué des changements subtils dans son comportement après la disparition de Marie. Il évitait les regards, parlait peu et semblait toujours pressé de rentrer chez lui. Les collègues d'Étienne à la mairie confirmèrent également qu'il devenait de plus en plus distrait. Mais personne, pas même les membres de sa famille, n'avait jamais envisagé qu'il puisse être impliqué dans la disparition de sa femme. L'idée qu'un homme aussi ordinaire puisse commettre un crime aussi terrible paraissait inimaginable. L'un des éléments les plus troublants de l'enquête fut la situation de Mina, leur fille unique. Pendant des mois, elle avait vécu avec son père, ignorant apparemment tout du crime. Les enquêteurs, sceptiques, tentèrent de comprendre si elle avait réellement été tenue à l'écart ou si elle avait été manipulée pour garder le silence. Interrogée avec précaution, Mina se montra distante, presque mécanique dans ses réponses. « Papa m'a dit que maman était partie en voyage », déclara-t-elle. Elle n'avait jamais posé de questions, acceptant cette version des faits comme une vérité. Cependant, ses gestes nerveux et son regard fuyant révélaient un profond malaise. Était-ce l'innocence d'une enfant ou la conséquence d'un traumatisme enfoui? Pendant sa détention, Étienne continue de manifester des signes de paranoïa aiguë. Il est convaincu d'être surveillé, même en cellule. « Ils me regardent », répétait-il au gardien. « Ils savent tout, ils attendent juste que je craque. » Les psychiatres mandatés pour l'évaluer conclure à un trouble délirant persécutif, une condition qui aurait pu être exacerbée par l'isolement et surtout par la culpabilité. Pourtant, malgré ces signes de désordre mental, Étienne semble étrangement détaché lorsqu'il évoque son crime. Il répète que son acte était nécessaire, un moyen de mettre fin à une situation qu'il ne supportait plus. Ce détachement dérange profondément les enquêteurs et les psychiatres. Ça laisse planer un doute sur ses véritables motivations. Alors que l'affaire avance, le juge d'instruction met tout en œuvre pour préparer le procès. Les preuves sont accablantes et les confessions d'Étienne ne laissent guère de place à la défense. Mais à une semaine de l'audience, un événement inattendu bouleverse l'affaire. Étienne, qui avait été placé sous surveillance constante en raison de son instabilité mentale, est retrouvé plus dans sa cellule. Cette mort, survenue si près du dénouement judiciaire, laisse un vide et de nombreuses questions sans réponse. Est-ce un ultime acte de désespoir ou la preuve d'une culpabilité insupportable? Les enquêteurs, tout comme les proches de Marie, durent se contenter des fragments de vérité qu'il avait laissés derrière lui.
Après le suicide d'Étienne, l'affaire est rapidement classée, laissant derrière elle un mélange de soulagement et de frustration. Si la confession et les preuves avaient apporté des réponses concrètes sur la disparition de Marie, elles laissent également plusieurs zones d'ombre. Étienne est parti en emportant avec lui les détails de son acte, les émotions qui l'ont conduit à la et les véritables répercussions sur sa fille, Mina. Mina, désormais orpheline, est prise en charge par une tante paternelle, installée dans une autre région. La jeune fille, déjà réservée de nature, se referme davantage sur elle-même. À l'école, ses camarades chuchotent à son passage. Malgré le soutien de sa tante, Mina semble porter un poids invisible, un mélange de culpabilité et de colère qu'elle n'exprime jamais clairement. Des années plus tard, elle confie à une amie « On parle toujours de lui, mais personne ne se demande ce qu'il m'a fait à moi. J'étais là dans cette maison, avec ce secret, et je ne savais rien. » Ces mots, empreints de douleur, illustrent la complexité de son héritage. Étienne n'avait pas seulement tué sa femme, il avait également détruit une partie de l'enfance de Mina, transformant leur maison en un tombeau silencieux. Dans la petite ville où vivait la famille d'Étienne, l'affaire reste dans les mémoires comme un drame aussi incompréhensible qu'inquiétant. Les voisins qui avaient côtoyé Étienne, Marie et Mina se demandaient encore comment un homme si normal avait pu commettre un crime d'une telle froideur. Certains, rongés par la culpabilité, regrettent de n'avoir rien remarqué. Peut-être que si on avait parlé à Mina ou posé des questions, on aurait pu empêcher ça, déclare un voisin lors d'une réunion informelle. La maison familiale, vide depuis le drame, devint un sujet de fascination morbide. Abandonnée, elle se délabra un peu, mais les curieux continuaient de s'y aventurer, espérant trouver des indices ou simplement ressentir l'étrange atmosphère qui semblait y régner. Les autorités locales finirent par la vendre à un promoteur, mais l'histoire d'Étienne et de sa famille restera gravée dans les esprits. Pour les psychiatres et les criminologues, l'histoire d'Étienne devient un cas d'étude. Son mélange de calme apparent, de rancune, de paranoïa faisait de lui un exemple de dynamique mentale pouvant mener au crime. Certains y voyaient un cas classique de troubles délirants persécutifs exacerbés par un isolement émotionnel et social. D'autres estimaient que son geste relevait davantage d'un acte de contrôle ultime, destiné à restaurer une forme de pouvoir qu'il sentait lui échapper. Cependant, ce qui marqua le plus les observateurs fut l'impact psychologique sur Mina. Les questions autour des enfants exposés à des environnements toxiques, même indirectement, prennent une importante croissance dans les débats. L'affaire devint un rappel brutal de l'importance de briser les silences familiaux avant qu'ils ne conduisent à des tragédies. Aujourd'hui, l'affaire Étienne continue de hanter ceux qui en ont entendu parler. Était-il un homme malade, incapable de contrôler ses démons, ou un être calculateur prêt à tout pour affirmer sa domination? Après la mort de son père, Mina disparut presque totalement de la scène publique. Placée sous la garde d'une tante éloignée, elle changea de ville et de nom pour échapper à l'attention des curieux et surtout à la stigmatisation. Des témoignages recueillis auprès d'amis proches révèlent une femme hantée par un sentiment de culpabilité qu'elle peine à exprimer. « Je me demande si j'aurais pu voir quelque chose, faire quelque chose », aurait-elle confié à une amie. Dans sa vie d'adulte, Mina tente de reconstruire un semblant de normalité. Elle travaille comme assistante sociale, un métier qu'elle choisit peut-être en écho à son propre vécu. La maison familiale, malgré plusieurs tentatives de vente, finit par être démolie dans les années 90. À sa place, un immeuble moderne fut construit. Mais les anciens habitants de la ville affirment que l'endroit reste lourd, comme imprégné de l'histoire tragique qu'ils avaient abritée. L'affaire Étienne devint un cas d'étude majeur dans les cercles psychiatriques et criminologiques. Les experts s'accordèrent à dire qu'Étienne souffrait d'un trouble délirant, persécutif, amplifié par des années de frustration accumulée et un environnement familial dysfonctionnel. Mais certains criminologues avancèrent une autre hypothèse. Son geste pourrait être vu comme un acte de contrôle ultime, non pas seulement contre sa femme, mais contre une vie qu'il estimait hors de contrôle. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Passage à l'acte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout, faites attention à vous.